nous allons aborder le thème maintenant avec la présence et la participation que l'on remercie de M. Dominique Rabier, qui est conseiller national pour OLF Oser la France, sur le thème de l'État, garant, protecteur, sauveur, donc en continuation donc, du thème de la fraternité et de l'incontournable condition de cette fraternité que sont l'égalité et bien sûr la liberté, liberté permise par la sécurité. Et donc Dominique ici présent, que nous remercions, va aborder ce thème avec brio et on verra ça après. et brillance. Merci. Alors Philippe, déjà merci d'avoir... Alexandre, pardon. Merci d'avoir rectifié. Hein. Je suis bien conseiller national et pas secrétaire national. Je risquerais d'avoir des soucis. Alors l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 dispose que les droits naturels et imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ces différents droits doivent être poursuivis concurremment et ils ne s'opposent pas les uns les autres. Ainsi, dans une société démocratique, chaque citoyen a le droit à la liberté et à la sécurité en toutes circonstances. Il appartient donc aux législateurs d'encadrer l'exercice de ces droits afin de leur donner pleine effectivité. Je n'ai pas d'a priori envers celui-ci, mais quand on voit la nomination d'Éric Dupond-Moretti, on se demande s'il ne sera pas plutôt le ministre des droits supposés des délinquants qu'il a défendus que de la justice des victimes de ces derniers. Non pas que je dénie à tout individu d'être loyalement et légalement défendu, mais mettre en avant ces droits qu'ils n'ont pas accordés aux personnes qu'ils ont abusées, violentées, me semble quelque peu incongru. La violence, jusqu'alors réservée aux salles obscures et aux téléfilms de seconde soirée, est désormais banalisée. En parallèle de cette montée de la violence, justifiée pour certains, quand elle est légitime pour l'État, nous assistons depuis quelque temps à une systémisation de dénonciation de violences policières. Si la manifestation des Gilets jaunes paraissait sympathique au début, ces réunions se sont transformées en batailles rangées avec les forces de l'ordre, et s'il y a pu y avoir des accidents, comme aurait dit ma grand-mère, si tu veux pas être mouillé, tu sors pas sous la pluie. Puis quand j'ai vu des gens se plaindre de blessures graves à la suite de grenades qu'ils venaient ramasser, me souvenant un peu de l'armée, on m'y a appris qu'à les lancer plutôt qu'à les ramasser. Rarement depuis l'instauration de la Ve République, la France n'a connu pareille situation. Ces actes de violence, d'agression, ont pour effet de fissurer l'unité de notre pays. De fait, les Français ne semblent plus faire confiance au gouvernement pour assurer leur sécurité. Ce sentiment, s'il est largement légitime et objectif, semble souffrir d'une confusion entre le rôle et la responsabilité de l'État en matière de sécurité. En effet, la souveraineté d'une nation repose, entre autres, sur sa capacité à assurer la sécurité de ses citoyens. Un droit est considéré comme fondamental s'il est protégé par des normes constitutionnelles, européennes et internationales. Par ailleurs, un droit fondamental doit présenter les critères d'un droit subjectif, c'est-à-dire un droit inhérent à la personne. Le Conseil d'État a déjà eu l'occasion, en rejetant une requête en référé liberté, d'indiquer que le droit à la sécurité ne pouvait constituer une liberté fondamentale. En effet, les pouvoirs publics n'ont pas d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens dans leur mission de sécurité. Dans une décision similaire, le Conseil d'État a reconnu que si l'autorité administrative a pour obligation d'assurer la sécurité publique, la méconnaissance de cette obligation ne constitue pas par elle-même une atteinte grave à une liberté fondamentale. Autrement dit, la sécurité n'est pas un droit opposable à l'État, ce qui lui requiert, pour tout conclure ce point, toute portée fondamentale. Bien évidemment, je suis grandement contre ce qui précède, partant d'un principe élémentaire que chaque ressource de l'État devrait pouvoir rendre compte de ses actes, que ce soit les personnes morales ou les personnes physiques, dérogeant ainsi à cette non-obligation de résultat. Seul le contrôle et l'appréciation de l'obligation de résultat permettra d'évaluer l'obligation de moyens. Et donc, pour ma part, la sécurité et la tranquillité publique sont des droits fondamentaux du citoyen. Ce sont des facteurs essentiels de la cohésion sociale
et de la qualité de vie de la population. S'agissant ensuite de la reconnaissance d'un droit subjectif à la sécurité, un droit est subjectif lorsqu'il s'accompagne d'un mécanisme de contrôle juridictionnel. De plus, le Conseil constitutionnel a déjà eu l'occasion de dire sur le droit fondamental à la sécurité, contenu dans la loi pour la sécurité intérieure, qu'il ne créait aucun droit au profit des individus et ne générait aucune obligation nouvelle sans donner de nouveaux pouvoirs à l'administration. En effet, si le Conseil constitutionnel a reconnu la sécurité des personnes et des biens comme un principe à valeur constitutionnelle, il n'en a pas pour autant déduit un droit à la sécurité. Là encore, je m'oppose à cette vision des choses, qui n'est que la synthèse de textes anciens, dévoyés dans leur approche, et de politiques sécessives qui se sont avérées inefficaces en matière de sécurité et de justice, concourant ainsi au maintien d'un système bien orienté par une minorité bien pensante au seul service de leur idéologie. Ce besoin d'ordre dans notre société auquel nous aspirons ne fait pas pour autant de nous de vieux réactionnaires ou de dangereux fascistes, et quand on ressort systématiquement le vivre ensemble, rappelons simplement que nous ne souhaitons que vivre dans l'harmonie, dans la fraternité, dans une certaine forme de quiétude avec nos enfants, avec nos proches. L'État a ce devoir, a cette obligation, car si on ne reconnaît pas ce droit à la sécurité, on nous accorde le moins un droit à la tranquillité. L'État ne disposerait pas d'une obligation de résultat en matière de sécurité. Il aurait à sa charge, tout au plus, une obligation d'intervention, ou de non-intervention parfois, lorsqu'il s'agit de missions tenant à la sauvegarde de l'ordre public. Conclure sur cette obligation de moyens, c'est revisiter le pacte ayant permis de passer de l'état de nature à l'état de droit. En effet, les individus ont abandonné leurs droits naturels, notamment de se défendre au profit de l'État sous réserve qu'elle assume correctement ses missions. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure sur l'évolution de la sécurité. Il existe aujourd'hui un danger de délitement de notre système si le législateur ne redéfinit pas correctement ses missions, dites prioritaires, et les autres missions qui pourraient faire l'objet d'un transfert aux collectivités et aux acteurs privés de la sécurité. Mais cette redéfinition ne doit pas passer par un circulé, il n'y a rien à voir. Comme on dit, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait tomber la température, et continuer dans cette situation de déni n'arrangera en rien la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'exercice de la sécurité par l'État s'est engagé à partir du début des années 80 dans un utopique développement de dispositifs préventifs qui visent des personnes dans le but d'empêcher qu'ils commettent des délits ou des crimes. À grand renfort de milliards, de politiques de la ville, État et collectivités territoriales ont cru devoir endiguer ce qu'ils suboderaient de fait de la substantielle augmentation de la démographie dans certains territoires de notre pays et ce que bon nombre d'entre nous remarquaient déjà sur le terrain. Ces politiques publiques sont issues pour la plupart de personnes mues par des idées 68ardes qui, sans pour autant dénier cette nécessité de sécurité, accordent à tout le moins une importance à l'expression d'une société quelque peu libertaire, accompagnée d'une certaine générosité, mais dévoyant le caractère humaniste qui doit tous nous animer, ainsi que le principe de fraternité qui nous réunit aujourd'hui. Cela s'est ressenti très tôt au travers d'un certain laxisme dans des décisions judiciaires, que ce soit au niveau des jugements rendus ou dans la politique pénale. Nous avons évoqué tout à l'heure Thomas Sarcelles, qui venait d'être libéré par Mme Deloubet à cause du Covid. Son agresseur, oui, mais pardon. Il y a 30 ans, jeune élu municipal, quoi, c'est pas nouveau, à Gagny, en Seine-Saint-Denis, les policiers me faisaient déjà part de leur désarroi quand un délinquant qu'ils avaient arrêté, emmené au tribunal de Bobigny, était rentré chez lui avant eux, le temps que ceux-ci fassent leur rapport. Un commandant me parlait également de 3 semaines de planque dans le cadre d'une enquête liée à des drogues dures, jetée à la poubelle pour rien, parce qu'une juge avait estimé qu'une photo était un peu floue. Elle s'est excusée après, mais mal était fait. On pourrait disserter longtemps sur le droit à la sécurité, aux droits des uns et droits des autres. Constitutionnalistes, avocats, magistrats, chacun joue son rôle avec plus ou moins d'impartialité et empreinte ou non d'idéologie partisane. Mais ce dont je suis sûr, alors qu'on nous parle de la fin des clivages, il y a bien une approche de gauche et une approche de droite dans l'appréciation de ce
qui doit réguler les rapports humains dans notre pays. Pour ma part, je m'inscris dans un système de pensée, peut-être issu de celle de Platon, où l'État, en tant que nation, est une personne, que cette personne que nous constituons doit tous être protégée. L'ordre est un préalable à toute autre considération, bien au-delà de certaines libertés individuelles, que se réservent d'ailleurs certaines minorités, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, pour leur plus grand profit. Et quand d'autres minorités, c'est ce qu'évoquait Christian Vannès tout à l'heure, et quand d'autres minorités dans les quartiers, dans les cités subissent, ce sont d'autres libertés individuelles qui sont bafouées. Comment peut-on alors parler de liberté quand bon nombre de nos concitoyens en sont privés, souffrent, figés par la domination de caïds et des bandes qui font leurs lois? Pour ces mêmes raisons, où est l'égalité quand nous ne sommes pas tous égaux par rapport à la loi? C'est ce qui a été évoqué. C'est pour cela que depuis longtemps, je me suis inscrit dans la pensée gaulliste, où le sens de l'État, avec un grand E, est placé au-dessus de tout, avant toute autre considération, dans une communion qui doit prévaloir pour que la nation existe et qu'elle puisse ainsi garantir à tous les mêmes droits. Le droit à contester, à réclamer, à manifester, à jouir parfois exagérément de certaines libertés n'est pas le premier. Le premier est celui qui nous permet d'évoluer sereinement dans une société qui impose le respect des autres individus. Pour ce faire, il faudrait envisager que l'État se désengage de certains engagements qui le contraignent, et notamment sur le Schengen à certains endroits, et ce, parfois, le droit national lui impose, la CEDH par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure. De la même manière qu'un État est souverain dans sa défense nationale, il se doit de pouvoir décider de lui-même de l'ordre des choses qu'il considère devoir être à l'intérieur de ses propres frontières. Il n'y a pas de fatalité de l'histoire, disait De Gaulle. Il est donc grand temps que nous mettions tous ensemble notre énergie en commun afin que ce dont à quoi nous aspirons trouve son avènement. Ce sont ces principes hérités de la pensée gaulliste que nous défendons à Oser la France. Et assez régulièrement, vous pouvez voir et entendre Julien Aubert, son président, défendre avec force et vigueur cette notion de sens de l'État en dehors de toute considération idéologique, à l'exception de cette dite notion. Pour conclure, je dirais que les mots liberté, égalité, fraternité ne doivent pas être pris un par un, mais tous ensemble, dans une même harmonie, avec les droits qui en découlent, mais aussi les devoirs qui les y obligent. Merci Dominique donc pour ce témoignage et ce discours qui a donc discours officiel donc par un représentant d'Oser la France dont on remercie de la présence. Tu as fait allusion à deux choses alors, dont avait parlé notamment Christian Vannès qui était donc son admiration de la Suisse, et tu viens de parler de Schengen. Schengen, c'est très intéressant. Schengen, la Suisse y est rentrée 2 ans. 2 années. Quand ensuite la délinquance a explosé, et j'y étais, la délinquance a explosé ensuite dans les rues, derrière même la gare de Genève principale, où arrivait donc le principal flux de personnes qui étaient donc dérégulées, eh bien il y a dû avoir, je pense, je ne les ai pas suivis, mais des votations à l'époque donc initiées par les citoyens suisses, et très vite, la Suisse est sortie de Schengen. C'est un premier point très important qu'il faut prendre en considération. Également, nous remercions M. Vannest qui repartait, merci à lui. Passez une très bonne journée, à très bientôt. Et donc également, tu faisais allusion donc à la prévention nécessaire aux choses, mais pour rappeler que nous sommes un pays qui est très bien régulé, très bien normé, et qu'existe autant la prévention, qui doit exister bien sûr, que la dissuasion, que la répression. Or, nous sommes manifestement dans une société qui a de façon assez idéologique depuis environ une trentaine, une quarantaine d'années. 40 ans, bientôt. 40 ans, voilà, cédé le 83. pas à toujours plus de prévention, et parfois de façon abusive, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prévenir, même si on y met des très grandes politiques très coûteuses de la ville. Parce qu'il faut aussi pouvoir dissuader les gens de commettre l'irréparable en disant « Attention, il y a aussi des limites à ne pas franchir ». Et exemple même, si tu franchis ces limites, donc ces limites dissuasives, qui sont censées te dissuader de faire certaines choses, il y a le répressif, qui vient aussi cueillir les personnes qui constituent un danger pour la société. Parce que nous ne parlons que de ça. Nous ne parlons de personnes, sans faire jugement de qui que ce soit, qui constituent un danger.
pour la société, pour notre vivre ensemble au sens strict, propre et noble, pas le vivre ensemblisme qu'on peut un petit peu écouter de partout. Et donc, est-ce que certains parmi vous avaient des questions à poser plus directement à Dominique? Permettez, juste pour répondre à votre... il y a un paradoxe en ce moment. Je regrette fortement, pourtant je suis aussi membre des Républicains. On hésite un peu à le dire parfois. Mais je regrette fortement la suppression de 10, 15 000 postes dans la police par Nicolas Sarkozy. Mais il y a un paradoxe, c'est que tout le monde le regrette en ce moment, vous entendez. Mais il y a deux discours. On voudrait plus de policiers de manière répressive, et puis vous avez certains discours vous avez entendu, notamment hier à Clichy, en Seine-Saint-Denis, avec la visite de qui vous savez. Il faudrait plus de policiers, mais pour la prévention. Et puis à Dijon, on a entendu aussi, mais monsieur le ministre de l'Intérieur, où était la police pour nous défendre? Pour défendre qui? Pour défendre des racailles. Enfin. Oui. Oui, alors c'est un vieux concept, celui des îlotiers, celui des policiers. La police de proximité. Police de proximité, exactement. Concept qui a été donc testé, mis en place pendant des décennies et dont maintenant on peut tirer vraiment les conclusions actuelles. On voit les situations dramatiques que nous vivons dans beaucoup de parties, beaucoup de zones de France qu'on appelle de zones de non-droit. On pouvait être encore critiqué il y a quelques années si on osait parler de zones de non-droit. Dijon en est la preuve manifeste. Ces zones de non-droit existent. Il existe du trafic d'armes de guerre, qui donc équipent une partie de ces populations qui sont des populations séditieuses et qui sont prêtes à faire sécession, qui ont déjà fait sécession parfois par la langue, parfois par les coutumes, parfois par la culture, et qui pourraient faire sécession de façon territoriale. Et on a un exemple manifeste, et donc on doit attirer votre attention dessus, qui est un exemple européen. Sur le continent européen, c'est ce qu'on a appelé la balkanisation. Aucun rapport avec les Balkany, bien entendu. La balkanisation, qui a donc été cette grande Yougoslavie, devenue ex-Yougoslavie, qui a ensuite amené donc à l'émergence de nations, on va dire, un petit peu plus recentrées sur leur culture propre. Mais cette balkanisation a été aussi le théâtre d'une guerre. Et d'une guerre qui a été terrible, avec à l'époque de l'épuration ethnique. Donc des violences qu'on ne pourrait même pas imaginer de nos jours. Et pourtant qui ont bel et bien existé, et comme l'avait dit à l'époque François Mitterrand, à 3 heures d'avion de Paris, ou 2 heures d'avion de Paris. Disons qu'on payait aussi l'annexion par la Russie, enfin l'opposition entre les Serbes et les Croates, avaient joué des rôles entre les Allemands et les Russes. Oui. C'est pas simple comme situation. Mais ça pose le problème, donc, ça peut poser un problème juridique, qui est aussi un problème lié, entre guillemets, aux Nations Unies. Parce qu'il existe des articles relatifs à l'autodétermination. Donc quand certaines franges de la population qui partagent le même projet politique, la même langue, la même culture, peuvent demain, légitimement et légalement, demander pourquoi pas un jour à faire un référendum d'autodétermination. Et c'est ce qui s'était passé. Donc il faut être très vigilant. Quand on a parlé donc, au cours de la journée d'identité nationale, ce n'est pas identité absolument, forcément ethnique, parce que la France est un tissu qui s'est composé de différentes identités. On a eu vraiment une histoire très riche donc, de peuples, d'invasions, différentes choses qui ont bâti donc, l'identité française de nos jours, mais c'est aussi une identité en fait, qui est transcendantale. On transcende nos différences, on transcende nos religions, on transcende nos couleurs par un projet commun qui est symbolisé ici, qui est ce drapeau bleu-blanc-rouge, qui est ce bonnet phrygien qui rappelle simplement la prime inspiration révolutionnaire, cette première étincelle qui est une étincelle libératoire. On a voulu se libérer à une époque d'un système, même s'il y a eu des horreurs qui ont été commises donc, après 1789. Mais voilà quel est le projet français. C'est un projet de transcendance. C'est abandonner ces habits, on va dire parfois très locaux, qui nous contraignent en idées parfois très, très petites, pour devenir français oui. De cœur, français de projet, français de citoyenneté, toutes ces choses-là. C'est la langue, c'est l'esprit, c'est la culture dont on est responsable, héritage dont on est responsable. Parce que comme le disait Virginie, par rapport aux enfants, bien sûr qu'il faut préparer l'avenir, mais il faut aussi sauvegarder ce qui nous a été apporté en héritage. Et des personnes en sont mortes pour ça. Pour que nous puissions vivre libres, égaux et fraternels. Si tu permets de métaphoriser, Alexandre, fraternité, ça fait appel à la famille. Mais une famille, maintenant, vu qu'on a vu
Qu'ai-je fait au bon Dieu avec Christian Clavier? On peut avoir des pièces rapportées. À l'époque, à une certaine époque en France, un Breton se mariait avec un Auvergnat, de gens du Nord. Et puis, il peut y avoir des gens de juridique. Mais la famille reste la famille. Peu importe, à la limite, les origines des uns et des autres, leur culture. Mais la famille reste la famille, elle est là. D'ailleurs, c'est pour ça que la devise de la France, cette fraternité en fait partie. Et je dirais, en aparté tout à l'heure, Virginie, vous disiez que les lois ne sont pas appliquées, c'est ce que tout le monde dit. C'est quand même assez paradoxal parce que je crois que la France, l'imprimerie nationale, a été usée jusqu'à la corde. On doit avoir peut-être le plus de textes de loi dans le monde. Nous sommes d'accord? Voilà. Parce que j'allais venir à autre chose. Dans un autre domaine, vous prenez, tu parlais de la Suisse, le Code du travail en Suisse, il est comme ça. Le Code du travail en France, il est comme ça, sans les conventions collectives, sans les accords d'entreprise et tout ça. Vous entendez parler de beaucoup de problèmes sociaux en France? Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, c'est la gestion de l'immigration clandestine, notamment si tu as évoqué la Libye tout à l'heure. Pour parler de Julien Aubert dans l'absolu, mais il a fait, encore une fois, parce qu'il y a des possibilités. Des fois, déjà, la loi n'est pas souvent appliquée, mais en plus, on ne fait pas appel assez à ces ressources. Lui, il évoquait tout simplement de faire traduire les passeurs comme criminels internationaux devant la CPI. Mais qui, effectivement, alors c'est Philippe Deveul qui le disait tout à l'heure, mais qui le fera.